Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par l'ASBL FEBI. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce lundi après-midi. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer ces 2 prochaines heures à explorer l'importance de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Alors pourquoi cette thématique ? Eh bien tout simplement parce que parfois nous avons tendance à nous oublier au profit des autres et cette tendance est d'autant plus importante chez les personnes liées au domaine des soins et de la santé. Alors, pour explorer cette thématique aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés par Danielle De Wilde et Muriel Surquin. Alors, Danielle est coach, formatrice et mentor. Elle est également cofondatrice du BAO Group Learning et Development, ainsi que de l'Institut Élan Vital Coaching et Mentoring. Décidément. Elle est également autrice du livre Inspirons, sagesse ancestrale et initiation au service du coaching régénératif. Alors, le professeur Muriel Surquin est médecin spécialiste en néphrologie et en gériatrie. Elle est également responsable d'un département de médecine. Elle est active dans différents projets dans le domaine de la bienveillance dans le milieu hospitalier, tant au niveau des patients qu'au niveau des équipes professionnelles. Danielle, Muriel, bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation aujourd'hui. Comment allez-vous ? Eh bien, moi je vais bien, on a déjà bien préparé et je suis pleine d'enthousiasme pour partager avec toi et avec toi Yolande un peu de notre expérience par rapport au stress et comment on ne s'occupe pas bien de soi en général. Muriel ? Merci beaucoup pour l'invitation. Moi je suis ravie de participer avec Daniel cet après-midi pour prendre soin de soi, c'est important. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais prendre quelques petites minutes pour vous déjà me présenter moi-même, mais également présenter l'ASBL FEBI à ceux et celles qui ne connaissent pas encore notre organisme. Donc, je me présente, je m'appelle Yolande Vanacker et je suis responsable de projet au sein de l'ASBL FEBI. Alors, qu'est-ce que FEBI ? Eh bien, il s'agit d'une ASBL qui regroupe des fonds sociaux fédéraux et bicommunautaires du secteur non marchand. Les secteurs concernés sont principalement liés au domaine du soin et de la santé, donc notamment le secteur hospitalier et celui des personnes âgées. Mais comme vous pouvez le voir à votre écran, voilà, c'est assez divers. Alors, quelles sont les missions de FEBI ? D'une part, FEBI soutient la création de l'emploi à travers les fonds Maribel et d'autre part, il encourage également l'acquisition des compétences à travers les fonds de formation. Si vous êtes intéressé par nos projets et nos initiatives, je vous invite à consulter notre site www.febi.org. Alors, encore quelques petites informations pratiques avant de commencer. Si vous avez une question à poser à Daniel ou à Muriel, il vous suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et un moment d'échange est prévu à la fin pour y répondre. Si vous avez un problème technique, un problème de son ou d'image, il vous suffit de cliquer sur le petit casque et un intervenant viendra vous aider. À la fin du webinaire, donc après le webinaire, vous recevrez un mail de remerciement dans lequel se trouve une attestation de participation. Si vous avez suivi le webinaire en groupe, le plus simple est qu'une seule personne nous envoie un mail et nous communique la liste des participants ainsi que leurs adresses e-mail et nous enverrons une attestation de participation à chacun des participants. Voilà, alors encore une petite information, si jamais ce n'est pas possible de suivre l'entièreté du webinaire aujourd'hui, ce n'est pas un souci, sachez que le webinaire sera disponible en replay dès la semaine prochaine sur le site de FEBI. Voilà, alors je propose de laisser maintenant la parole à mes 2 invités.
Ah oui, encore une petite information très importante. C'est à la fin du webinaire, il y a également une évaluation qui est prévue. Alors, cette évaluation peut prendre quelques petites secondes avant d'apparaître, c'est tout à fait normal. Voilà, soyez un petit peu patients. Pour nous, c'est très important, ça nous permet d'avoir un retour de votre part sur la qualité du webinaire. Ça nous permet également d'avoir de nouvelles thématiques pour les prochains webinaires. Et pour vous, ça vous permet de tenter votre chance pour gagner un bongo bien-être. Voilà. Voilà, maintenant je vous laisse la parole. Eh bien, merci, tu nous laisses la parole, mais comme on avait dit, on va en faire quelque chose d'interactif. Donc, à chaque moment, on a une espèce de canevas dans notre tête, mais si dans le studio, il y a des questions, des remarques, ou si toi, tu veux rebondir sur ce que je dis, et toi aussi, Yolande, hein, comme tu représentes quand même les auditeurs et les auditrices, n'hésite pas à nous interrompre. Très bien. Ça va ? Ça va. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est partager, en fait, nos trucs et astuces, partager aussi certaines grilles de lecture, et je te regarde en particulier parce qu'on s'est quand même connus lors d'un séminaire sur le stress. Pas vrai, Muriel ? C'est vrai, oui. Dans mon hôpital. Dans ton hôpital. Et est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur le niveau de stress dans ton hôpital, justement ? Le niveau de stress dans le secteur hospitalier d'une manière générale est très haut. Bon, je ne connais pas les autres univers professionnels, mais c'est un domaine en particulier où il y a quand même une certaine pression au quotidien et aussi sur du long cours. Sur du long cours, et notre propos ici, hein, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, pourquoi les gens prennent soin des autres ? C'est évident. Ça nous donne du baume au cœur, on a un sens dans notre vie, ça nous apporte beaucoup de bien-être, que les autres soient bien. Mais c'est vrai que notre thème ici, c'est comment faire pour aussi bien prendre soin de soi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, eh bien, s'il y a un grand déséquilibre, on peut se retrouver justement dans un hôpital. Tout à fait. Et c'est important de faire de la prévention. Hein. Et je suis vraiment contente d'avoir assisté à cette formation sur le stress parce que ça a changé beaucoup de choses pour moi dans ma façon d'envisager le travail et de continuer avec le cœur vaillant, mais au moins avec des outils quand même, parce qu'on n'est pas vraiment formé en tant que soignant à la gestion de son propre stress ou de sa propre fatigue. Mais tout à fait, parce qu'on soignait, on est formé pour soigner les autres, mais à force de soigner les autres, là il y a le jeu de mots, on devient des soignants, qu'on se nie soi-même. Et là, on arrive à la définition de la maladie. Est-ce que vous... Une certaine définition que j'ai apprise de Jodorowsky, on parle de la maladie, souvent on dit le mal à dire, ou le mal a dit. Celui qui ne veut pas entendre doit sentir. Mais je propose cette version-là, que la maladie est en fait un déséquilibre stable. Donc c'est quelque chose qui s'est bloqué et qui s'est stabilisé, mais dans le blocage. Donc par extension, qu'est-ce que la santé ? Donc si la maladie est un déséquilibre stable, la santé serait le contraire. Et donc un équilibre instable. Et quand on parle d'instabilité, ça veut dire que c'est jamais acquis. Hein. Donc cet équilibre qu'on a, tous les jours, à chaque moment de la journée, ça peut basculer. Et on peut faire de son mieux. Et on sait tous que la nourriture, c'est important, que le sommeil, c'est important, que prendre le temps pour soi, c'est important. On le sait et on peut faire tout ça. Mais il y a aussi des choses qui sont complètement hors contrôle. Et là, j'ai une petite grille de lecture ici qui peut être intéressante quand on a par rapport à des situations bien spécifiques. Il y a toujours notre rôle propre, notre responsabilité. On est responsable de sa santé, mais tu peux faire des mains et des pieds et faire de ton mieux. Il se peut que l'inéluctable arrive. Ce matin, je suis venue en train, une de mes collègues qui s'occupe de la santé, qui s'occupe de respiration consciente, connectée, au jour le jour, elle vient de perdre sa collègue, 48 ans, fulgurant, les poumons.
Donc, cancer du poumon. Donc, tu peux faire de ton mieux, la maladie peut te tomber dessus, la mort peut nous tomber dessus. On peut avoir une influence. Donc, bien s'occuper de soi. L'influence qu'on a en tant que collègue aussi. Les collègues ont aussi une influence sur nous. Quand on est de bonne humeur, quand on est calme, quand on est authentique, ça a un impact sur l'esprit d'équipe. Ouais. Donc ça, on s'influence les uns les autres. Il y en a qui disent que le stress, comme l'enthousiasme, c'est contagieux. Et là, on peut voir, tiens, mais quel rôle est-ce qu'on joue par rapport à comment les autres se sentent? Mais comment on se sent soi-même, c'est aussi super important. J'ai aussi sur l'image, là, la zone hors contrôle. Comme je le disais, il y a des forces plus grandes que nous, des choses qu'on ne peut absolument pas maîtriser. L'essentiel pour bien s'occuper de soi, c'est justement se focaliser sur ce qu'on a dans notre cercle d'influence et notre cercle de contrôle. J'ai ici le A, le E et le R. En fait, si je reprends ça, c'est que dans chaque expérience que quelqu'un a, il y a toujours 3 paramètres qui entrent en jeu. Il y a ce qu'on pense, la réflexion, nos pensées, conscientes, mais surtout inconscientes. On a nos réflexions qui peuvent engendrer certaines émotions. Ouais. Emotion, de l'énergie, in motion, en mouvement. Et cette émotion peut nous faire générer des actions. Ici, on parle comme si tout était statique, hein, mais tout se passe en même temps, en fait. Une émotion peut gérer une réflexion, peut gérer une action peut gérer une émotion et une réflexion. La roue tourne. La roue tourne. Et ce qui est important, justement, c'est qu'on ait un bel équilibre, hein, cette énergie centrée entre ce que je fais, ce que je pense et ce que je ressens. J'ai eu, il n'y a pas longtemps, quelque chose que j'ai jamais eu, un zona. Oui. Eh bien, je vous assure, on le sent. Mais j'ai remarqué hier encore, j'ai encore un peu quelques petites cicatrices encore, mais j'ai animé pendant 2 jours, je ne sentais rien. Dès que je rentrais chez moi, j'étais dans mon fauteuil, le mal commençait à être lancinant. Qu'est-ce que j'en conclus? C'est que quand on est beaucoup dans l'action, on ne prend pas le temps de sentir. Et on ne prend pas non plus le temps de réfléchir. Donc ce qu'on va un peu échanger ici, c'est des pistes justement pour comment se reconnecter à soi. Et ce qu'on fait ici ensemble, c'est faire un stop en fait. Un stop. J'aime bien faire comme ça. Stop. Un stop pour se recentrer et pour réfléchir. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je partageais tout à l'heure avec Muriel un petit truc qui m'a énormément aidée. Moi, j'aime bien réagir au quart de tour. J'aime bien quand les gens sont contents et je suis vraiment soucieuse que les gens soient bien. Mais parfois, je suis un peu trop yes woman. Donc tu me demandes quelque chose, j'aurais tendance à dire yes. 2 jours après, je me dis zut. J'aurais dû dire non. Je ne sais pas si tu as ça aussi. Très régulièrement. Est-ce que tu pourrais te raconter une anecdote de quand c'était la dernière fois, si c'est pas trop indiscret, hein? Où j'ai dit yes au lieu de dire un non. Oui. Accepter une réunion pendant un jour de congé. Oui, ton cas est grave. Ton cas est grave. Donc vraiment. Ah oui. Oui. Ou déplacer un jour de congé parce qu'il faut absolument être présent, parce que c'est important pour les gens qui y sont. Tu dis bien, c'est important pour les gens qui y sont. Enfin, pour... Ben oui. Et tu te sens concerné. Ben oui, tu te sens... Mais tu vois, tu sais très bien, jamais tu ne dirais à Yolande, quand t'as congé, prioritise quand même les réunions. Tu lui dirais ça? Non, ben non, jamais. Mais c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre qu'on sait que c'est à déconseiller et on le fait. Et moi qui travaille comme coach, j'ai vraiment bien compris une chose, c'est que si tu fais, toi, quelque chose que tu dis, ce serait quand même mieux que je ne le fasse pas, ça sert à rien d'aller dans le jugement, hein. Parce que quelque part, in fine, si tu le fais, c'est que quelque part, tu as de bonnes raisons de le faire. Ou une partie de toi a de bonnes raisons de le faire. Donc c'est vraiment faire un stop pour dire, tiens,
Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Et j'ai un petit truc pour vous. Ouais? La main. Ouais? Donc, quand tu as une question, au lieu de tout de suite dire yes, oui, prends le temps de d'abord souffler. J'ai pas dit inspirer, hein. Prends le temps d'expirer. Donc, je te pose une question. Est-ce que tu viendrais pas au meeting demain? Je sais que c'est ton jour de congé, mais vraiment, c'est important que tu sois là. Et tu sais ce que Je souffle. Tu souffles. Et ça va vite, hein. Mais tu te dis, dois-je faire ça maintenant? Dois-je? Dois. Devoir. Devoir. Mais de qui? De qui? Si tu ne le fais pas, quelles conséquences est-ce que ça aura? Est-ce que c'est dans le cadre de tes fonctions? Ouais. Si tu dis je dois parce qu'il y a des conséquences graves, c'est normal que tu dises oui. Hein. Dois-je? Est-ce que ta présence à ce meeting est vraiment nécessaire? Est-ce que tu ne peux pas envoyer... tu es quand même chef d'équipe, chef de département, il y a plein de gens super calés qui sont là, mais c'est toi qui y vas. Hein. Ouais. Dois-je? Est-ce que c'est toi qui dois le faire? Ou est-ce que tu peux déléguer? Souris quand je dis déléguer. Dois-je faire? Très souvent, on passe tout de suite à l'action. On est vraiment dans une culture du faire. Mais parfois, les Chinois nous le disent aussi, hein, parfois, laisse pisser le mouton. Ça, c'est pas chinois, c'est wallon. Hein. Laisse pisser le mouton. Parfois, les problèmes se règlent quand tu ne passes pas à l'action. Ouais. Donc, dois-je faire ou ne pas faire cela? Donc, cette tâche-là, ce meeting-là, est-ce que je dois vraiment y aller? Et puis, donc, est-ce que dois-je faire cela maintenant? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça ne peut pas se faire à un autre moment? Si à toutes ces questions, donc, dois-je faire cela maintenant? Si tu as 5 oui, ça veut dire que c'est super important, j'imagine. Mais parfois, un peu de nuance serait pas mal. Hein. Et donc, avant de réagir, on fait ce stop, on se met dans une position de l'aigle. Step back, hein. Je crois que c'est au basketball qu'ils font ça. Step back, ça veut dire, attends, prends un moment de réflexion, respire, inspire, expire, réfléchis. Dans cette situation-ci, quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui est important? Quel est mon objectif? Et puis se dire, mais quelles sont les options que j'ai pour justement réaliser cet objectif? Et alors, tu es quelque part obligé, il est marqué possibilité, choix, hein, tu es obligé de faire un stop pour entrer en fait dans l'œil du cyclone, te recentrer pour vraiment quelles sont les actions, quelles sont les pensées qui sont là et qui sont soutenantes et qu'est-ce que je ressens. Donc ça va te permettre de te déstresser et sous stress, on régresse. Donc sous stress, on devient de nouveau un petit enfant qui a peur des répercussions, qui croit qu'il doit faire plaisir, qui croit qu'il est responsable des autres. Tu te reconnais ça un peu? Et pourtant, on n'est plus des enfants, mais se mettre dans cette position d'adulte, prendre son masque à oxygène, et on le sait... Yolande, je te vois acquiescer. Oui, hein. tout à fait. Dans tous les avions, ils le disent. Hein. D'abord ton oxygène pour après être bien oxygéné et calme pour s'occuper des autres. On le sait, mais pourtant, on ne le fait pas souvent. Hein. Ouais. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que c'est seulement quand on est calme, quand on est centré, qu'on peut vraiment être créatif et avoir des options créatives adaptées au moment même. Parce que sinon, on réagit sous réflexe ou par rigidité. Donc, ce qu'on essaye de faire dans le self-care, d'en prendre soin de soi, c'est d'abord se dire, faire un stop et se connecter à soi-même et dire, quels sont mes besoins à moi maintenant, en ce moment? Prendre ce temps-là. On parle de plus en plus du care, hein? Le care, self-care, self-compassion. Mais j'aime bien l'acronyme. Donc, care, on pourrait dire, c'est se concentrer sur nos besoins, se concentrer sur ce qu'il y a dans notre domaine d'influence et dans notre zone de responsabilité. Tiens-toi bien, amour.
amour de soi et amour de l'autre. Et puis, si tu me permets, hein, quand tu dis « j'ai dit oui », j'ai dit non à mon jour de congé, j'ai dit oui au meeting. Qu'est-ce qui t'a motivé de dire oui? C'est pour de bonnes raisons, hein, j'en suis sûre. Hein. L'appréciation de l'équipe pour qui c'est important. Ah. Le fait d'être concerné dans la problématique qui va être discutée. D'accord. Donc toi, en étant là... On peut contribuer éventuellement à trouver des solutions. Et en tout cas, ne pas être là est un message qui n'est peut-être pas le bon message. Donc si je comprends bien, Muriel, toi tu penses que quand tu fais acte de présence, quand tu es présente, c'est pour envoyer un message à l'équipe que l'équipe est importante, que tu participes. Aussi, oui, bien sûr. Aussi, oui. Et tu es sûre et certaine que toutes les personnes de ton équipe, enfin de l'équipe qui est là, ne pourraient pas comprendre que tu as droit à un jour de congé? Oui, bien sûr, bien sûr. On le sait, mais on ne le fait pas. Hein. C'est vrai. Ouais. Alors, par rapport à ça, donc, quand on est calme, on est créatif. Et là, on a des options. Tu parlais de mon livre, hein, merci d'avoir présenté, mais je suis vraiment passionnée par la nature, par ce que les personnes avant ou les peuples qui vivent encore près de la nature, donc pas les urbains ou les urbaines que nous sommes, toutes ces sagesses ancestrales, on a quand même survécu grâce à ceux qui nous ont précédés. Et j'aime bien lire et j'ai trouvé dans un livre très chouette, et vous avez certainement vu le film, la métaphore des 4 frères. C'est dans le livre Mange, Prie et Aime, avec le film avec Julia Roberts. Hein. Je trouve ça chouette, hein, parce que c'est une stressée de la vie, qui vit une certaine transition, un divorce, et elle est en train de voir comment est-ce que je vais pouvoir m'occuper de moi. Et la première chose, c'est qu'elle se dit, fourte les régimes, moi je vais faire quelque chose que j'aime bien, et elle va en Italie, et elle se délecte des repas les plus sublimes. Ouais. Après, elle se dit, je vais un peu m'occuper de ma vie spirituelle. Ouais. Elle va en Inde, où elle travaille, hein, elle se met au service d'un ashram, hein. Très rigolo dans le livre, en tout cas, c'est écrit en long et en large. Et elle termine à Bali, où elle rencontre l'amour. Et dans ce livre, j'ai lu la métaphore des 4 frères. Donc, dans la légende au Bali, quand l'enfant venait au monde, la sage-femme et d'autres personnes faisaient en sorte de faire vivre un rituel, une cérémonie. Et je ne sais pas comment ils s'y prenaient, mais elles arrivaient à prendre le liquide amniotique, le cordon ombilical, le vernix, tu sais, comment ça s'appelle, l'huile qu'il y a sur la peau des bébés, hein. Je ne sais pas comment ils faisaient, et le placenta, rassembler tout ça dans une noix de coco, et cette noix de coco, elle était enterrée pas trop loin de la maison. Et on disait, déjà quand l'enfant était dans le ventre, la maman communiquait, et on disait au bébé, tu n'es jamais seul, tu as toujours tes 4 frères. Tu peux en faire 4 sœurs si tu veux, hein, mais tes 4 frères sont toujours là. Et ça m'a bien parlé, parce que ces 4 frères ont leur autel un peu plus loin. Et l'enfant sait qu'il pourra toujours faire appel à ses 4 frères. Les 4 frères représentent 4 vertus. Voilà. Le premier frère, frère numéro 1, représente la force. Et je fais le lien, donc on parle métaphore ici, hein, mais la force, on parle du physique. Du physique. Est-ce que je suis en bonne santé physique? Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que ma maison est en ordre? Est-ce que mes papiers sont en ordre?
Est-ce que je procrastine? Je suis sûre, Yolande, peut-être toi, il y a sûrement une chose que tu sais que tu devrais faire au niveau, mais vraiment matériel, mais que tu ne fais pas, ce serait quoi? Oui, certains travaux dans la maison. J'ai un bureau en désordre et chaque week-end, je me dis que je vais prendre le temps de le ranger et chaque week-end, je ne le fais pas. Oui, alors que, voilà, c'est quelque chose qui reste dans ma tête. Mais ça pompe ton énergie, hein? Tout à fait. Oui, de passer devant à chaque fois et de voir le désordre, ça me... Voilà. Oui. C'est ça. Et donc, s'il y a de l'ordre à l'extérieur de nous, quelque part, ça concourt à avoir de l'ordre à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on ne le fait pas. Donc, le premier frère, donc, c'est la force, et on le relie à un élément, comme on dit, un élément, et c'est l'élément terre. Ouais. Deuxième frère représente l'intelligence, frère numéro 2. L'intelligence, et vous voyez un peu en background, il y a les nuages. Ouais. L'intelligence, pensez naturellement la créativité et la façon de penser, mais c'est relié, comme le premier était relié au physique, au corporel, on va relier l'intelligence au mental. Donc, pour s'occuper de soi, il faut aussi, quelque part, faire un stop avec toutes les pensées qui nous viennent. Donc, comment toi tu fais, par exemple, je te pose la question, hein, comment toi tu fais pour t'occuper de ton mental? Parce que comment tu fais, toi, pour te dire « Ah, il faut absolument que j'aille à la réunion, parce que si j'y vais pas, alors ils vont pas pouvoir se débrouiller, ils vont croire que je leur fais faux bon, ils vont croire que je les lâche. » Ça, c'est une sorte de rumination. Ah oui. Je peux essayer de trouver une autre solution avec les gens qui organisent la réunion, trouver des alternatives. Oui. Avoir de la créativité pour trouver une autre solution. C'est ça. Mais toi, tu aimes bien l'art, hein? Tu aimes bien l'art du théâtre et tout. Tu es une lectrice aussi? Oui. Est-ce qu'il y a comme ça un livre que tu dis, tiens, il n'y a pas longtemps, ça m'a fait du bien de le lire? Ah oui, mais moi, je lis toujours plusieurs livres en même temps. Ok. Ils dorment à côté de mon lit. Ah, ils dorment à côté de toi? Oui. Et s'il y en a un qui t'a fait faire tilt, ce serait lequel? Par rapport à la pensée? Oui. Quelque chose qui t'a agrandi ton champ. Quelque chose qui t'a appris quelque chose. Je te prends au dépourvu. Hein? Ouais. Peut-être un livre d'Alberto Villoldo? Oui, mais je ne sais plus le titre. En tout cas, il y a un titre. Mais grâce à ça, tu ne stagnes pas dans tes pensées. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc, l'intelligence, c'est aussi, est-ce que je reste statique et est-ce que je reste rigide dans mes pensées ou est-ce que de temps en temps, j'ouvre un petit peu les portes pour aérer, pour apprendre des choses? Ouais. Ça, c'est l'intelligence, c'est le mental, donc le frère mental. On a un autre frère qui représente la vertu de l'amour, de l'amitié. Ouais. Et ça, vous voyez avec quel élément on le relie, hein? L'élément eau. Donc c'est en fait l'eau, l'émotion. Émotion, je l'ai déjà dit tout à l'heure, energy in motion. Hein? Très souvent, on privilégie les émotions des autres. On est aussi dans le domaine dans lequel on travaille tout ici. Hein, c'est pas pour rien qu'on travaille dans le secteur nos marchands, c'est pas pour rien qu'on est alerte aux autres. Ça nous fait du bien. Donc il y a beaucoup d'amour. Je dis amour, je veux pas dire romantique, hein, mais ça nous fait plaisir quand quelqu'un va bien. Toi, comment ça se fait que tu t'es lancé comme médecin et gériatre? C'est quand même... Raconte un peu. Au départ, je n'étais pas gériatre. J'ai travaillé d'abord en néphrologie dans le domaine des greffes rénales. Donc c'est vrai que c'est un domaine aussi où il y a beaucoup d'affectifs, hein, des gens qui attendent sur des listes d'attente de greffe, etc. Donc c'est des gens qu'on voit aussi sur du long terme et qu'on accompagne pendant des années. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis la gériatrie est venue un petit peu par hasard et ça a complété certaines choses qui me manquaient dans la pratique précédente. Ah ouais? Mais c'est vraiment ce côté humain très très fort qui m'a plu. Humain, et c'est vrai que les personnes âgées, dans nos contrées,
Eh bien, ce sont des bibliothèques. En Afrique, on dit quand un ancien ou une ancienne meurt, on perd une bibliothèque. Mais moi, je connais énormément de personnes, un peu de mon âge, qui ont des parents âgés, mais où c'est vraiment un problème. Que faire de nos parents, hein? Est-ce qu'on les prend on les prend chez soi? Est-ce que il y a bien sûr, moi, je l'ai vu avec ma maman, il y a en Belgique tout un système de professionnels qui font en sorte que les personnes âgées peuvent rester le plus longtemps possible chez elles. C'est vraiment, moi, je suis pleine de reconnaissance par rapport à ça. Les aides-soignantes, les personnes qui viennent nettoyer, les infirmiers, les infirmières, vraiment magnifique, hein. Les repas, les kinésistes. Mais oui, il y avait même une voiture qui venait chercher ma maman pour aller faire des exercices et tout. Donc, c'est vraiment super, hein. Mais en même temps, c'est pas facile non plus. Donc moi, je suis pleine d'admiration pour toi, Muriel, qui non seulement tu gères la maladie, les hôpitaux, la famille. Pour moi, c'est fou ce que tu fais, ce que tu arrives à gérer, parce qu'en plus, tu es chef de département. Oui. Mais comment tu fais? Parce qu'il y a plusieurs hôpitaux aussi. Comment tu fais tout ça? Chaque jour, un jour à la fois. Oui, oui. Mais comment tu fais pour toi te ressourcer? Mais je ne suis pas toute seule, il y a des équipes partout. Et donc, moi, je me ressource beaucoup avec les collègues. Et voilà, ce n'est pas du tout quelque chose que je fais toute seule. Oui. Et ça aussi, ça te fait plaisir, justement, de travailler en team. Oui. Moi, je ne pourrais pas travailler toute seule. Donc, c'est ça, l'amour, l'amitié. C'est comment faire pour se sentir bien ensemble, pour vivre des moments forts et pour se soutenir. Oui, et c'est ce qu'on a pu faire en gériatrie. On a mis sur pied des projets qui étaient vraiment portés par les équipes et qui étaient vraiment qui ont fleuri à partir du terrain. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup porté au début où j'étais en gériatrie. Avec des projets autour du soin aux personnes âgées, d'améliorer l'accueil des personnes âgées qui arrivent à l'hôpital et qui sont déjà un peu ballottées à droite et à gauche. Et donc de vraiment faire ça, ça m'a permis de voir aussi que c'était le souhait de tous les soignants qui étaient dans ces équipes-là et qu'il fallait mettre un petit peu d'interaction, d'interconnexion entre les gens pour que les gens se rendent compte que finalement tout le monde a le même but. Et c'est pas toujours évident si on se laisse porter par le train et la locomotive qui avance. Effectivement, ça a fait comme un espèce de stop. Et là, on a réfléchi à notre manière de faire. Pas tellement aux pratiques, parce que les techniques, la médecine, etc., mais vraiment plutôt dans la culture du faire. J'ai ça à faire, comment je vais faire ça? Et là, les gens trouvent leurs propres ressources et se reconnectent à leur élan de la raison pour laquelle ils font ce métier-là. Et ça, c'est vraiment beau. C'est ce que tu dis, le care. Donc, se concentrer sur ce besoin, l'amour de soi, l'amour de l'autre, le respect de ses limites et ce que tu viens de dire, mon élan vital, hein. Chacun a sa façon bien spécifique de se reconnecter à cette source qui est toujours là. Mais on est très souvent déconnecté, hein. Emporté par le train-train, emporté par l'action. Et je connais vraiment des personnes, mais c'est pas encore maintenant qu'on va lancer le questionnement, on va le faire après, mais tout à l'heure, on va s'adresser aux auditrices et aux auditeurs pour un peu leur demander comment eux font pour justement gérer tout ça. Mais je voudrais revenir sur le dernier, donc dans notre histoire de Bali. Donc, les trois frères, on a déjà eu la terre avec la force physique. On a eu l'air avec le mental, on a eu l'eau avec l'émotion, l'amour, l'amitié, et on a notre dernier, le quatrième frère, à Bali. Je vous laisse deviner, le feu. C'est le feu, en tout cas, vous le voyez, le feu. Mais je ne sais pas si vous allez le trouver, mais le dernier, c'est la poésie. La poésie, c'est vrai, je n'aurais pas trouvé moi-même si je ne l'avais pas lu, mais ce que je pense qui est important de nos jours, c'est de se réapproprier notre feu intérieur, notre élan vital, et de mettre dans notre vie beaucoup plus de poésie, de pouvoir regarder le monde un peu comme un petit enfant
Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez la première fois que vous avez vu un éléphant ou une girafe. Moi, j'étais au Kenya il n'y a pas longtemps, mais c'est incroyable. Et il y avait des petits-enfants. Et ils étaient là. Oh! Et j'ai remarqué, moi, je disais, oh! Des zèbres. Mais après, tu fais ça pendant 1 heure ou 2, oh, de nouveau un zèbre. Donc, très rapidement, on s'habitue à tout ça. Hein. Donc, moi, ce que je voulais aussi accentuer dans le care, c'est comment est-ce que moi, je peux nourrir mon élan vital, ma flamme intérieure. Parce qu'on a notre flamme ici, on a nos bougies. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut éteindre notre flamme? Je dis ça parce que je travaille comme coach et en coaching, malheureusement, les coachs ont du travail parce qu'il y a une énorme épidémie de burn-out. Hein. Mm-hmm. Et burn-out, ça veut dire que ta flamme, elle est presque éteinte. Hein. Il y a du bore-out aussi, où les gens s'ennuient aussi. Enfin, j'en connais pas tellement, tu sais. Mais notre flamme, si on met trop de mental, si on met trop d'air, la flamme peut s'éteindre. Oui. Il faut qu'il y ait un minimum d'air. Il faut de temps en temps, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Il faut qu'il y ait de la respiration. Trop de terre, quand on pense au matériel, par exemple, tu as envie de faire quelque chose pour te faire du bien, mais tu dis pas maintenant, je ferai ça plus tard, quand je prendrai ma retraite. Mais bon, c'est quand plus tard? Énormément de gens qui sont à la retraite, j'en connais personnellement 3 dans mon environnement qui n'ont pas profité longtemps de leur retraite. Ils sont tombés malades et sont même décédés. Donc, comment faire pour maintenir cet élan vital, hein, cette chose qui est importante? Trop de matière, c'est pas bien non plus. Ouais. Et trop d'eau, trop d'émotions, être toujours dans le ressentiment, ou toujours être dans la tristesse, toujours être dans la colère. Et on a des raisons d'être en colère, hein, parfois, hein, surtout dans le monde des soignants. Personne ne devient soignant pour devenir immensément riche, hein, je pense. Donc, ici, on peut très facilement donc, éteindre sa flamme. Comment chacun de nous peut faire pour raviver sa flamme? Tu nous avais montré tout à l'heure, Muriel, quelque chose que toi, tu mets en place pour prendre 1 minute pour toi. Et tu allais nous dire quelque chose de corporel. Tu as même dit, c'est tellement simple, mais est-ce qu'on le fait assez? Tu voudrais nous le montrer? Ça, c'est quand j'ai mal aux épaules après quelques heures à l'ordinateur. Donc, après quelques heures à l'ordinateur. Oui, parce que j'ai eu épicondylite et bursite. Et ça, c'est la position avec la souris. Oui, et tu nous montres un peu comment on fait? Oui. On va faire. Comme ça, on peut demander aux auditeurs et aux auditrices un peu, qui sont peut-être assises, de se lever. Oui. Ouais. Alors, il faut déverrouiller les genoux et bloquer le bassin. Et ensuite, on élève comme ça les 2 bras et on lève la tête pour accompagner du regard les mains. Oui. Et ça détend un peu les épaules. Ah oui. Et on respire. Et ça craque. Ça craque. Et tu fais ça combien de temps? Et pas très longtemps. Et on peut aussi faire derrière pour dénouer encore une fois les épaules. En fait, ça nous empêche d'être dans la rigidité, hein, de devenir fluide de nouveau. Hein. Ouais. Voilà, ça me permet déjà de... Voilà. Et tu sais, d'alléger les épaules. Ça et ce que moi je propose aussi, mais vraiment c'est quelque chose, je parlais des enfants qui voyaient une girafe pour la première fois. Quelque chose que les humains adultes oublient de faire, c'est ça. Ah oui. Pas. Je m'en fous. Mais je m'en fous. Oui. Ah, mais tu sens, mais fais-le, tu fais le plusieurs fois là. Je m'en fous. Et tu t'imagines alors que tout ce qui te pèse sur les épaules, mais tout ça dégage. Mais ça tombe. Mais regarde, voilà. Et juste un peu faire ça, rien que ça, tu le fais spontanément. Hein. Rien que ça peut déjà faire du bien. Hein. Ouais. Et remettre de l'équilibre, faire un reset dans notre organisme. Pour arriver à mettre un équilibre
dans notre système. Et quand je parle d'équilibre, c'est donc un équilibre entre terre, physique, mental, l'air, les émotions, l'eau et le feu. Donc quelqu'un qui est en équilibre a ces 4 éléments qui sont bien répartis. Pas trop de feu, pas trop d'eau, et c'est là qu'on est centré. Parce qu'on dit souvent, oh, c'est simple, pour bien t'occuper de toi, va dans la nature. Mais nous sommes la nature. Et on oublie que la nature est en nous. Tu allais dire quelque chose, hein? Oui, c'est parce que j'avais une question. Muriel, tu nous as montré un petit peu comment bouger un petit peu. C'est un petit moment de stop. Mais on a quand même une question du public qui demande comment faire comprendre aux collègues de mon équipe la nécessité de faire un stop et réfléchir ensemble à des solutions pour notre organisation. Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Donc, comment conscientiser l'équipe à faire un stop? Vas-y, je t'en prie. Et voilà, pendant que tu réfléchis, je rappelle quand même que n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On essaye d'y répondre dès qu'on peut. Je ne sais pas si j'ai la réponse. On peut peut-être tout simplement dire stop, on réfléchit et on prend un peu de temps, tout simplement. Juste prendre le temps, en fait. Prendre le temps et peut-être le verbaliser, qu'on a besoin de réfléchir à cette question-là, plutôt que de foncer tête baissée, on ne sait pas très bien où. Ça dépend des circonstances, hein, si c'est une urgence, c'est une urgence. S'il nous semble que ce n'est pas le cas, et pourquoi pas dire verbalement, on fait un petit stop et on regarde ce qui se passe. De dire ses limites. Oui. De dire peut-être pas maintenant. Moi, j'ai besoin maintenant qu'on prenne le temps de réfléchir, qu'on prenne le temps de partager. Mais donc, ce que tu dis, c'est que tout à l'heure, tu nous disais, dans la préparation, où je te demandais, mais comment tu fais? Mais tu m'as dit, en fait, ma vie, c'est être constamment alerte aux incendies et éteindre et prévenir les incendies. Donc, beaucoup de feu, hein. Donc, pas beaucoup le temps de mettre de l'émotion là-dedans. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et parfois, les gens, quand ils vivent des choses difficiles, on l'a vu avec le Covid, hein. On l'a vu avec le Covid et avec les soignants, ils l'ont vraiment pas eu facile. Donc, quand on vit quelque chose, un accident par exemple, une personne a toujours besoin de pouvoir exprimer et de trouver des personnes à qui raconter quelque chose, à qui partager. Donc, je crois que c'est important dans les organisations de ne pas toujours et constamment être axé tâches, mais aussi faire un stop et s'occuper du côté plus émotionnel, plus de l'amitié, plus de comment on se sent. Ouais. Et s'enquérir de ça. Mais on a peur, hein, parce que si je te demande comment vas-tu, mais comment vas-tu vraiment? Il faut aussi être prête à l'entendre. Hein. Et pas tout de suite venir avec des solutions et des bons conseils, mais aussi prendre le temps, que tu puisses prendre le temps pour toi-même d'exprimer les choses. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils à donner par rapport à la question. Si on l'enseigne dans son équipe, ça peut devenir une culture où on a le droit de dire que quelque chose n'est pas OK et on reste constructif et on trouve une autre solution. Mais évidemment, si on est seul dans une équipe à pratiquer de ça ne va pas être évident. Donc, créer des équipes où on peut se permettre ça c'est l'idéal. Oui. OK. On pourra revenir sur d'autres questions. Bien sûr. Donc, on continue. Donc, on avait parlé du feu. Et on arrive à quelque chose que j'ai vraiment... qui me passionne. Et quand je l'ai appris, je me suis dit, mais vraiment, ça, c'est la base de tout, en fait. On parle des 4 questions de care, hein, des 4 questions qu'un coach peut aussi poser. Et je dis coach, c'est aussi de l'auto-coaching. Quand on se transpose dans des sociétés plus traditionnelles, quand quelqu'un se sentait mal,
quand quelqu'un se sentait en déséquilibre, justement, quand quelqu'un sentait que son feu diminuait, ou qu'il y avait trop d'eau et pas assez d'air, où allaient ces personnes pour demander de bons conseils? Chez l'homme ou la femme, médecine, ou chez des anciens et des anciennes, des personnes qui avaient beaucoup d'expérience. Et j'ai appris cela de Angeles Arrien, qui était, parce qu'elle est décédée, une anthropologue, une consultante qui allait beaucoup travailler dans le secteur non marchand, dans beaucoup d'organisations comme la Croix-Rouge par exemple, pour gérer des équipes, pour aider les managers à mieux gérer les équipes aussi. Et en fait, elle s'est dit, les êtres humains, toi, Yolande, tu es unique dans ton genre. Muriel aussi, moi aussi, on est tous uniques. On est singulières. Mais il y a plein de choses qui sont universelles. Et donc, elle a été voir dans plusieurs traditions, sur tous les continents, qu'est-ce qui se passe avec l'être humain qui est déstabilisé, qui, on pourrait dire, qui est en dépression, en déprime, qui est en burn-out. Et elle s'est dit, voilà, il y a 4 baumes, 4 antidotes qui vont faire en sorte que la personne puisse se reconnecter à son élan vital. Mais cette déconnexion de l'élan vital, c'est parce sont arrivées des choses dans la vie de la personne qui ont fait qu'elle a arrêté de faire 4 choses. Et c'est vraiment tout à fait simple, mais je crois que si on maîtrise cela et si on y pense de donner une réponse à ces 4 questions et de se remettre en route, que ça peut vraiment nous aider à être en bonne santé dans notre cercle d'influence. Alors, question numéro 1. Donc, imagine, Yolande, que tu te sens pas mal, pas très bien. Tu viens chez moi et moi, je te pose la question. Mais Yolande, dis-moi un peu. Et les auditrices et les auditeurs pourront aussi réfléchir à ça. Quand as-tu cessé de chanter? Donc peut-être un peu réfléchir à la dernière fois que tu as chanté. Alors Daniel, justement, je propose qu'on vous pose la question. Donc je vais demander à la régie de bien vouloir envoyer le premier sondage. Donc vous allez voir apparaître sur votre écran une première question qui est: la dernière fois que je me suis retenue de m'exprimer ouvertement et authentiquement d'une ou des choses importantes pour moi et ma santé, qu'elles soient privées ou professionnelles, c'était cette semaine encore, il y a plus d'1 mois ou jamais. Voilà, on va vous laisser le temps d'y répondre. Donc le temps de répondre, la dernière fois, j'ai pu me confier en fait. Ouais. Est-ce qu'on nous avait pas dit qu'entre-temps, on pouvait un peu parler? Tout à fait, oui. Mais on peut peut-être se poser la question. On peut se poser la question, oui. Donc quand on dit chanter, on croit la. Mais pourquoi une personne chante? Pourquoi une personne chante, en fait? Tu répondrais quoi, toi, Yolande? Pour montrer qu'elle existe, qu'elle est là. Waouh, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent on chante parce que quand on est content. Alors ça me permet de dire oui, quand on est content, on chante, mais il y a les chants de lamentation aussi. Donc les chants, on fait le lien. Donc quand on dit chanter, donc dans les peuples traditionnels, chanter, c'est très important. Pour nous aussi, on écoute beaucoup de musique, mais quand est-ce qu'on chante? Chanter, ici dans cette optique de prendre soin de soi, c'est exactement comme est dit dans le sondage, quand est-ce que je prends le temps de se faire entendre, de partager quelque chose, de dire mes limites, de demander quelque chose aussi, donc de s'exprimer. Est-ce qu'il y a déjà des réponses? Alors oui, on a une tendance qui se profile avec 60% des répondants qui ont répondu cette semaine encore. Donc cette semaine encore, on a eu l'occasion de se confier. C'est génial,
En général, ce sont les personnes qui assistent à des webinaires ou des personnes qui s'inscrivent à des cours, qui ne sont pas en fait les personnes qui en ont vraiment besoin. Mais c'est plutôt positif. C'est plutôt donc. Ici, ce que j'entends, c'est que ce sont des personnes qui savent déjà prendre soin d'elles-mêmes et qui se sentent assez importantes que pour oser se confier et à des personnes qui sont prêtes à entendre. Ouais. Donc, quand on dit chanter, c'est s'exprimer, c'est oser dire ses limites, c'est oser demander, c'est aussi quelque chose de super important et qui est très simple, hein, mais qu'on oublie souvent. Toi, tu l'as déjà fait tout à l'heure, mais c'est de souffler. Pour s'exprimer, pour chanter, pour dire les choses, il faut utiliser sa voix. Mais pour utiliser sa voix, il faut utiliser son souffle. Et il y a un truc que je voudrais vraiment partager aux personnes qui nous écoutent, hein, mais c'est vraiment un truc, vous allez dire, mais avec quoi elle vient? C'est tellement simple. J'ai vu ça chez ma maman. Donc ma maman, à partir d'un certain moment, elle était fort immobilisée aussi, hein, et elle se plaignait beaucoup des yeux. Elle disait, mes yeux sont secs. J'avais lu dans un bouquin de stress, hein, pour lutter contre le stress, il y a un truc très simple, hein, et on va le faire ensemble si vous voulez bien. Hein. Vous faites, on va inspirer 2 fois, on va faire... Donc on inspire 2 fois, faites un peu... Et expirez en 1 fois. Faites-le bien. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Oui, voilà. Voilà. Moi, je sens un peu comme ça. Ouais. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais ça change déjà complètement la constitution physique, de la biochimique. Et rien que de faire ça, on a les yeux qui se remplissent de larmes. Donc moi, je voudrais inviter tout le monde ici à de nouveau le faire, mais en exagérant. Ne mets pas ta main devant ta bouche. On peut pas mettre. Et on va faire comme ça, vraiment faire... Et alors, on peut vraiment y aller. Et vraiment bouger. Et oui, tu te retiens encore, Yolande. Pourquoi? Parce qu'on a les codes sociaux. Ouais. Donc, chanter, c'est respirer. Et rien que bailler ensemble dans un team, rien que de faire ça, ça peut déjà, adoucir les choses et nous faire aller dans le mode parasympathique, donc pas le mode actif, mais le mode repos, digestion, connexion. Donc rien que de bailler, ça peut déjà nous mettre dans une attitude de je prends soin de moi. Et quand tu bailles, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Tout le monde baille. Tout le monde baille, sauf les tueurs en série, ceux-là ne vont pas bailler. Mais la plupart des gens, on voit bien que bailler, donc en baillant, il n'y a pas un animal qui va bailler s'il est en danger. Hein. Donc dans des équipes, prendre le temps de, je dis bailler, mais vous avez bien compris, c'est prendre le temps de s'exprimer, que toi, si tu partages quelque chose, ça va avoir un impact sur toi. Et si tout le monde partage ses limites et ses espoirs et ses besoins, ça va faire qu'on va pouvoir les prévenir certains problèmes déjà. Donc ça, c'était la première question. Quand as-tu cessé de chanter? Ouais. Résultat, c'est que si vous avez besoin un petit coup de boost, il y a quelque chose de très simple à faire. Hein. Mais vraiment très simple. Hein. Mais vous le faites avec moi. Hein. La 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 la. La 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 la. Mais rien que ça. Hein. La 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 la. Et vous vous mettez à sourire. Hein. C'est un peu ridicule peut-être, mais rien que ça. T'es dans ta douche, t'as un coup de mou, et bien tu te dis, la 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 la. La 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 la. Mais c'est très basique au fait ce que tu nous... Mais c'est ce que les enfants... Mais... Oui, c'est ça, mais on revient un peu à l'essentiel, Ça doit diminuer toutes les hormones, toutes les catécholamines qu'on a parfois, et je pense que le corps doit dire merci. Mais rien que ça, vous souriez déjà. Quand on sourit, ça a un impact sur notre cerveau. Ça a un impact sur tous les trucs que tu dis là, machin. Donc on est en train de
contribuer à son cocktail d'hormones de bonheur. Hein. Et rien que ça. Et je dis, c'est très simple. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas, dans chaque contexte, prendre le temps de méditer pendant 3 heures. Hein. Se mettre en position lotus. Parfois, surtout, avec toutes ces personnes qui sont forts dans l'action et prendre soin des autres. Mais rien que faire ça, même en groupe, ça peut, tu vois, tu rigoles et c'est très simple et c'est simpliste. Mais pourquoi ne pas le faire, hein? Pourquoi ne pas le faire? Ça. Moi, je fais ce que j'ai appris dans ta formation avec la respiration en 5. Donc ça, on peut le faire en réunion, personne ne s'en aperçoit. Donc, la cohérence cardiaque, tu veux dire, c'est ça? Vous avez fait un webinaire sur la cohérence cardiaque. On peut peut-être peut-être répéter brièvement en quoi ça consiste. Eh bien, oui, donc comment toi tu fais? Mais au début, je le faisais avec mon téléphone, avec une petite application. Mais finalement, je l'ai fait pendant quelques temps et puis j'ai oublié cette affaire-là. Ouais. Mais un jour, c'est ressorti et je n'ai plus arrêté. Ouais. Ça a complètement changé même mon sommeil. C'était vraiment les ruminations, etc. Avec ça, c'est... Donc, ce que toi, tu fais, c'est la cohérence cardiaque. Je l'ai en tête, le rythme, à force de le faire. On peut le faire en conduisant, dans le bus. Donc, ce que tu dis pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou qui auraient oublié, c'est en fait une sorte de respiration qui équilibre, en fait. Oui. Qui équilibre la connexion entre la tête et le corps. Et c'est tout simple. Hein, on inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu fais ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, c'est un quart d'heure. Hein. Moi, un quart d'heure sur les réseaux sociaux, c'est vite passé, tu sais. Mais il ne faut même pas arrêter son activité. Hein. Non. Ça peut se faire dans les transports en commun. Et c'est ça que je voulais partager aux auditrices et aux auditeurs. Une fois que tu as compris le truc, parce qu'il y a des applications, et que tu as compris que tu peux consciemment avoir un impact sur ta respiration, équilibrer l'inspire et l'expire, ça va avoir un impact sur la cohérence dans ton système. Comme je suis médecin, j'ai voulu avoir des preuves. Donc j'ai acheté un appareil avec qui se connecte et sur lequel j'avais une visualisation presque comme un électrocardiogramme. Oui. Et c'est tout à fait avéré. Le rythme cardiaque diminue, donc quand on est très stressé, ça fait du bien. Et puis ça s'installe dans la vie comme une habitude, sans aucun problème. C'est ça. Donc ce que toi tu dis, c'est que tu as la discipline de faire un stop, et ton stop à toi, c'est de respirer de manière cohérente pendant 5 minutes. Si c'est pas 5 minutes, c'est 3 minutes. En tout cas, un certain rythme. De préférence, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, je le propose aussi lors de séminaires. Et j'ai appris quelque chose. C'est qu'on peut le faire avec ses enfants aussi, et en faire, ou même en team, et en faire un petit moment de stop. Mais ce que je voudrais rajouter à ça, c'est un truc où, regarde, on peut le faire ensemble. Hein. Donc, tu prends ta main, tu commences par ton pouce, et en fait, c'est utiliser le toucher. Donc, tu respires. On inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que les auditrices et les auditeurs participent, sinon on a l'air un peu ridicule. Hein. Puis, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. On continue, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, on fait encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. En principe, on a fait 1 minute maintenant. J'ai peut-être été un peu vite, hein, parce que... Combien de temps ça dure? Et le fait de faire ça fait en sorte que tu te concentres davantage. Et comme tu dis... ça arrête un peu la moulinette. Et ça fait...
tu vois, on se caresse un peu, hein, on se rassure. Oui. Et c'est tu peux le faire n'importe où lors d'un meeting. Tu fais ça, il n'y a personne qui le voit. Et ça, les enfants, et quand on le fait avec les enfants, ils accrochent plus quand tu fais ça. Voilà, donc merci d'avoir participé à l'expérience et merci d'avoir dit que c'était fondé scientifiquement. Hein. Et que quand tu fais ça, tu as moins tendance à grignoter de la malbouffe, du sucre, que tu dors mieux, que tu t'occupes mieux de toi et que tu es beaucoup moins stressé. La preuve. Oui, voilà. Il y a des publications scientifiques maintenant là-dessus, donc je pense que ça vaut la peine. Ça ne coûte rien de respirer. Ça ne coûte rien de respirer et ça fait énormément. C'est un stop et c'est la prévention. Parce que quand est-ce qu'on se rend compte que notre respiration, c'est primordial? Quand elle n'est bouchée. Hein. Mais n'attendons pas d'aller mal pour aller mieux. C'est vraiment important, ça. Deuxième, pour revenir, quand as-tu cessé de danser? Alors, tu lances. Tout à fait, oui. Donc, on va passer à la deuxième question. C'est le deuxième sondage que vous allez bientôt voir apparaître sur votre écran. C'est la dernière fois que j'ai bougé mon corps, juste pour le plaisir. C'était cette semaine, il y a plus d'une semaine ou il y a plus d'un mois. Alors, bouger son corps, hein, parce qu'on dit danser, oui. C'est pas nécessairement danser, mais comme tu as dit, c'est bouger son corps. Hein. Oui. Tout à l'heure, on s'est amusé parce qu'on voulait allumer les bougies et la personne nous demandait qui a du feu, mais de toutes les personnes qui est ici, il y avait personne qui fumait. Ouais. Dans les temps anciens, quand moi j'étais petite, quand moi j'avais 10, 11, 12 ans, mais tout le monde fumait. Hein. C'était vraiment tout à fait normal. Mais c'est chouette aussi de fumer. Tu sais pourquoi? Les personnes qui fument sont les personnes qui respirent le mieux. Je répète, les personnes qui fument sont les personnes qui respirent le mieux. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes, elles inspirent et surtout, elles expirent. Donc, si on pouvait avoir les bienfaits d'une respiration comme quand on fume, mais sans avaler ces produits chimiques, ce serait top. Hein? Via la cohérence cardiaque. Via la cohérence cardiaque, voilà. C'est fini, l'industrie du tabac va en prendre un coup. Hein? Mais la mutuelle va être contente parce que si on fait de la prévention comme ça va éviter tous ces déséquilibres qui engendrent des maladies. Hein? Donc danser, c'est bouger. Hein? Mais est-ce qu'on bouge assez Est-ce qu'on bouge assez? Sitting is the new smoking. Donc maintenant, il y a des jeunes maintenant qui ne quittent plus leur ordinateur, qui vont plus dans la nature, qui ne bougent plus. Il y a énormément d'obésité aussi. Énormément de personnes qui... je pense qu'il a été prouvé scientifiquement, je ne peux pas te citer mes sources, mais de sortir 3 heures dans la nature par semaine, que ça a déjà un effet super bénéfique sur la santé. 3 heures, c'est pas tellement quand même. Hein? Ouais. Mais pour ça, il faut bouger. Est-ce que tu as déjà des réponses? Oui, alors on a 55% des répondants qui ont répondu donc cette semaine. Suivi ensuite, voilà, c'est plus ou moins égal, 22% chacun. Il y a plus d'une semaine et il y a plus d'un mois. Donc, il y a plus d'un mois quand même aussi. 22%, oui. 22%, il y a plus d'un mois. Franchement, oui. Faisons bien attention à nous. Prenons bien soin de ce corps. Parce que c'est vrai, hein, à un moment donné, on parle de respiration, on inspire, on expire, on ne fait pas attention. Hier, j'étais avec une personne qui a travaillé comme médecin dans la réanimation. Et on partageait comme ça quelques petites pensées. Et il me partageait qu'il venait de perdre son papa. Et j'ai eu l'occasion d'assister plusieurs fois aussi à quelqu'un qui rend l'âme. Mais c'est le dernier expire. Hein. Et je sais pas si c'est toi, tu as eu l'occasion, toi j'imagine bien, oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Cette personne, cette énergie qui quitte ce corps, et après un petit temps, un corps qui n'est plus animé, c'est quelque chose de très bizarre. Hein.
Je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose là-dessus. C'est peut-être un peu bizarre à dire, mais c'est une réalité. Un jour, on va rendre l'âme. Hein. Un jour, on va expirer. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose par rapport à ça? Ça, c'est sûr qu'un jour, on va tous donner notre dernier souffle. C'est la seule chose qui est certaine depuis le jour de notre naissance. Mais oui, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni de ça, hein, ou qui ne se projettent pas. Dans la philosophie bouddhiste, c'est à l'avant-plan de pouvoir visualiser, conscientiser et visualiser la fin de vie pour voir avec quoi on veut la remplir et ce qu'on veut construire, sachant que le temps est limité. Le temps est limité. Mais regarde, t'as beau dire, t'as quand même aussi été au meeting au lieu d'aller à ton jour de congé pour souffler. Et je ne sais pas si tu oseras le dire en public, Muriel, mais dans notre interview, je voulais quand même un peu savoir comment tu fonctionnais. Toi qui viens de cet environnement, tu nous as quand même fait une confession au niveau des congés. Est-ce que tu oserais le dire tout haut? Oui, je n'ai pas peur de dire que je ne suis pas toujours une bonne élève, donc... Moi non plus, on enseigne ce qu'on doit apprendre soi-même. Hein, mais c'est la raison pour laquelle j'y travaille, Daniel, oui, j'y travaille. Mais oui. Mais qu'est-ce que tu nous disais sur tes congés? Moi, j'ai des difficultés pour poser des jours de congé. Mais bon, voilà, c'est toujours compliqué. Je vois toujours quelque chose d'important à faire où c'est pas le bon moment. Et donc, je dois vraiment alors presque instaurer un rituel où je vais me poser pour programmer des congés pour les 3 prochains mois, mais c'est assez compliqué. Parce qu'imagine, si on en croit tes leçons, imagine, tu te projettes... Je ne suis pas un exemple à suivre. Mais tu te projettes à long terme, à très long terme, et tu en es à tes 5 dernières minutes de vie. Est-ce que tu diras alors, j'aurais quand même dû faire plus de meetings? Je ne pense pas. Non, hein. Non. Mais qu'est-ce que tu pourrais, je te dis qu'est-ce que nous pourrions nous dire? Moi, j'ai l'impression que les dernières minutes de la vie, ça sera vraiment de la reconnaissance pour des connexions humaines et des moments avec des gens, que ce soit des proches ou des personnes moins proches, et parfois même des inconnus. Les patients sont parfois des inconnus, et parfois il y a un échange qui vaut tout l'or du monde. Hein. L'amour, l'amitié, c'est le frère, là. Hein. Oui. Et aussi, mais la force est aussi important qu'on nourrisse bien aussi notre force physique, parce que c'est quand même le contenant de toute notre énergie. Hein. Et pour ça, moi, je pense que bouger... moi, je suis une cycliste. J'essaye vraiment d'utiliser les transports en commun, mais je dois pas aller dans des salles de musculation, tu sais. Si je fais ma petite demi-heure de vélo, moi, ça me booste déjà. Il paraît, je le fais pas, mais je sais que je devrais. Si tu vas nager 3 fois par semaine, pendant une demi-heure, donc 3 fois une demi-heure, tu commences à nager. Après 12 minutes, il y a déjà ta sérotonine qui remonte. Et donc, c'est un sport complet. C'est un sport complet et qui est aussi un sport, enfin une activité qui n'est pas dangereuse. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le sport, mais qui vont dans l'exagération aussi. Et qui se blessent en fait. Hein. Mais donc le danser, c'est comment je fais pour bouger. Et moi, si j'ai un conseil à donner, c'est mais faisons les escaliers, faisons de la marche. Il faut pas nécessairement s'inscrire à des cours de Zumba, mais si tu le fais, c'est très bien. Hein. Mais restons en mouvement. Ce matin, j'ai lu dans le train les bienfaits de faire le ménage. Que le fait de passer l'aspirateur, de nettoyer, rien que ça, c'est déjà faire du mouvement. Hein. Et est-ce qu'on peut le combiner, par exemple, avec chanter aussi, de se dire, je vais faire le ménage et je mets une musique entraînante et Je mets une musique entraînante et je chante avec, hein. Oui. Donc parce que je chante avec. Et tu vas voir, ça a un impact sur ton souffle. Hein. La 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 la. Rien que faire ça, hein. Bouger. Et bouger, ça peut aussi être quelque chose, un rituel que tu instaures, hein. Tu me disais que toi, tu as un rituel, donc la cohérence cardiaque, hein, que tous les auditeurs, les auditrices pourront retrouver sur le net partout. Il y a qu'à. Et puis, tu en avais un aussi pour bien t'occuper de toi. Ah oui. J'ai des difficultés pour poser des congés, mais il y a quelque chose qui est vraiment très important pour moi, même si ça me prend un peu de temps le matin. C'est de préparer
quelque chose que j'aime pour le lunch, parce que j'ai horreur de la malbouffe. Si je dois manger de la malbouffe, je vais être malheureuse toute la journée. Donc, je me lève plus tôt et je me prépare des bonnes petites choses. Et c'est bon, c'est quoi pour toi alors? J'ai des petites salades, alors je change les ingrédients pour varier. J'ai mon fruit à moi qui est un bon fruit bio que j'ai choisi. Ça peut paraître un peu bête comme rituel, mais je sais que je pars avec mon petit... J'ai aussi acheté un beau petit panier pour le lunch et c'est un plaisir le matin de le faire, même si je dois me lever plus tôt. C'est agréable. Donc ça, c'est ton moment de care, de self-care, hein, donc parce que c'est important pour toi et on sait bien... Comme si je préparais le lunch de mon enfant, sauf que c'est moi, parce qu'il y a longtemps que je ne fais plus les lunchs de mes enfants. Oui. Maintenant, ils ont quel âge les tiens maintenant? Ils ont 22 ans et 19 ans. Oh là là, oui, ils le font déjà. Mais attends, je voudrais un peu embrayer là-dessus. J'étais avec une infirmière qui me disait... Oh, moi, mon fils, moi, il me dit toujours, maman, quand tu fais mon lit, je dors beaucoup mieux. Donc, je répète, maman, quand tu fais mon lit, je dors beaucoup mieux, me disait-elle avec un sourire immense. Et puis, je la regarde, si elle avait à peu près mon âge, je dis, mais il a quel âge ton fils? 25 ans. Et donc, encore maintenant, et en fait, elle se fait avoir par son fils, hein. Mais ça lui fait du bien, Mais à force il y en a qui font encore le repassage de leurs enfants aussi. Donc apprendre à bien prendre soin de soi, c'est aussi un message que tu envoies aux enfants. Hein. Enfin, qui deviennent grands. Hein. Oui. Ouais. Donc danser, on a encore 2 questions. Oui. On a encore 2 questions. On a encore le temps. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Tellement important. Donc dans les antidotes, qui font du bien, donc les rituels que tu retrouves dans toutes les cultures du monde entier, donc c'est chanter, c'est danser, mais c'est aussi être émerveillé par les histoires. En fait, on est un peu là-dedans aujourd'hui. Hein. On a notre feu, on a chacune nos vies, les auditrices, les auditeurs ont leur vie, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un stop pour partager un peu comment c'est chez toi, et qu'est-ce qui est dur pour toi, et qu'est-ce qui est facile. Et un jour, on va tous mourir. Mais entre notre premier souffle et notre dernier expire, il y a la vie. Hein. Et comment est-ce qu'on s'occupe de cette précieuse vie qu'on a tous? Parce que tu sais, Yolande, je m'adresse à toi, mais le monde ne serait pas le monde si tu n'étais pas là. Mais je dis ça à tout le monde aussi. Aujourd'hui ne serait pas aujourd'hui si toi, tu n'étais pas là. Tes enfants ne vivraient pas puisque ton équipe serait différente. Donc, moi, je pense que c'est tellement important pour prendre bien soin de soi, c'est se rappeler qu'on le vaut bien, comme disent certaines marques. On le vaut bien et qu'on est tous et toutes un spécimen tout à fait unique du monde. Et que nos vibrations, on les met dans le monde. Hein. Et quelles vibrations est-ce qu'on veut mettre dans le monde ? Mais voilà, mais d'ailleurs, alors je me retourne du coup vers les participants pour leur poser la troisième question du sondage, c'est de savoir la dernière fois que je me suis confiée et que je me suis vraiment sentie entendue, c'était avec une collègue ou un collègue, avec ma hiérarchie, avec ma compagne ou mon compagnon, avec une amie, un inconnu ou avec personne. Voilà. Donc où on peut partager son histoire, on peut se confier, on peut être entendu. Ouais. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner. Oui. Oui. Et les histoires, en fait, si je pour revenir à Angeles Arrien, l'anthropologue, c'est quand as-tu cessé d'être émerveillé par les histoires et en particulier par ta propre histoire. Par qui tu es, d'où tu viens, où vas-tu, et prendre le temps de te sentir assez important pour le confier aux autres. On en revient un peu à la flamme dont tu parlais. Exactement. Et tu sais, les flammes, je trouve ça bien. En Inde, ils disent aussi gourou, hein, en fait, ça veut dire celui qui partage le feu, hein, qui partage la flamme, hein, qui allume la flamme. Mais ce qui est bien, c'est moi, si j'ai une flamme, pas la flemme, hein, si j'ai une flamme,
si j'allume ta bougie, ma lumière reste, hein, et puis tu peux la propager comme ça. Donc, on a vraiment tout intérêt à nous bien s'occuper de notre flamme intérieure et à partager aussi tout ça. Entre-temps. Oui, alors je vais voir parce que c'est vrai que... Alors, je lis qu'en premier, on a un ex-aequo. C'est le compagnon ou la compagne. Voilà, à ex-aequo avec une amie ou un ami. Et vient ensuite un ou une collègue quand même. Quand même, oui. Et voilà, on ferme la marche avec personne, 4%, avec ma hiérarchie, 3%, et avec un inconnu, 2%. Quand même. Voilà. Oui, oui. Mais d'où l'importance quand même de bien s'entourer. Est-ce qu'on peut... De bien s'entourer, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont seules, hein, aussi, qui n'ont personne à qui parler. Et donc, beaucoup de personnes qui travaillent dans ce cadre que tu as cité, ben, le fait qu'un ou une professionnelle a un contact avec une personne, c'est parfois la seule personne que va voir une personne âgée, par exemple. Hein. L'importance des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, c'est super important. Ce sont aussi des personnes qui ont appris à écouter. Hein. La personne qui va passer le plus de temps à l'hôpital avec la personne âgée, c'est la dame qui vient nettoyer le sol et qui va papoter et qui a un temps de passage dans la chambre. C'est une ressource très précieuse. Parfois, les patients confient des choses... Souvent, les personnes âgées hospitalisées souvent confient des histoires de vie. Est-ce que c'est le sens de la fin de vie et qu'il faut un petit peu partager, mais c'est un terrain propice pour être émerveillé par des histoires. Ça, c'est vrai. Ouais, et cueillir et accueillir l'histoire de l'autre, c'est super important. Hein. Mais aussi vouloir la partager. Parce que souvent, on se dit « Oh, je vais pas embêter les autres avec ça. Ils ont déjà assez à faire. » Et on rumine et on garde ça en soi. Mais oser demander de l'aide, oser se raconter, je crois que c'est sûrement important, que ce soit dans les teams ou non. Hein. C'est chouette aussi, compagne-compagnon. Mais c'est vrai que c'est aussi une charge. Hein. Quand on partage ça, hein, moi, mon mari, dès que je viens avec une problématique, il se prend pour Zorro et il est là. Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Mais c'est pas ça que j'ai besoin. C'est vraiment d'abord pouvoir me poser et quelque part que l'autre m'écoute pour que moi je puisse m'entendre moi-même et entendre ma propre histoire. Hein. Donc ça, c'était émerveillé par les histoires, oser se confier. Et on arrive à notre dernière question, donc posée par un ancien et une ancienne. Quand as-tu cessé d'être confortable dans le doux territoire du silence avec toi-même? Et tu vas lancer la question, hein, Yolande? Oui, tout à fait. Alors, la dernière question, c'est combien de fois par semaine je prends le temps pour moi et rien que pour moi? Alors, est-ce que c'est moins de 3 minutes par semaine? Dit-elle avec un sourire. Voilà. Hein, oui. Est-ce que c'est au minimum 7 heures par semaine ou est-ce que c'est plus de 8 heures par semaine? Donc, c'est vraiment du temps pour soi. Du temps pour soi. Pendant que celle qui pose la question peut y répondre aussi. Pour toi, Yolande, si c'est pas indiscret, comment c'est dans ta vie actuellement? Voilà, moi je suis maman de 2 enfants de moins de 10 ans et c'est vrai que s'octroyer du temps, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que moi je fais souvent passer la famille avant et on se sent toujours un petit peu coupable peut-être en tant que maman de pouvoir s'octroyer du temps pour soi. Donc voilà, oui, je serais peut-être entre le A et le B. Entre A et le B, mais entre nuances. Tu sais, je t'écoute et tu dis on se sent toujours un peu coupable de s'octroyer du temps. T'as dit on, hein? Oui, c'est vrai. T'as pas dit? Non, j'ai pas dit je. T'as pas dit je. Oui. Tu vois, même ici, on en fait un on, et donc je ne prends pas assez le temps pour moi. Et si tu ne prends pas assez le temps pour toi, c'est qu'il y a de bonnes raisons que tu ne le fasses pas de nouveau.
Oui. Parce que tu dis, je suis sûre, en te voyant comme ça aussi, que pour toi, tu mets la barre assez haut. Hein. Est-ce que c'est correct? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ah oui. J'aimerais bien que tu sois ma maman, en tout cas, parce que je suis sûre que tu fais vraiment ton mieux pour que tes enfants aient la meilleure vie possible. Mais où est ton masque à oxygène? Hein? Tout à fait. Oui, on en revient à Ouais, ça. Ça crée de la fatigue. Hein. Ça, c'est sûr que ne pas prendre de temps du tout pour soi, c'est une source de fatigue chronique. Hein. Beaucoup de gens ressentent de la fatigue chronique et ça vient clairement d'un manque de temps pour soi. De temps pour soi. Et c'est quoi le temps pour soi? Hein? Il y a des personnes qui trouvent mais vraiment un moment sublime le fait de faire la vaisselle. Pour certaines personnes, c'est un moment de méditation. Pour d'autres, c'est une corvée. Donc de nouveau, il n'y a pas de formules magiques qui vont pour tout le monde. Mais c'est important, par exemple, toi, Muriel, le silence avec toi-même, c'est quoi pour toi? Moi, c'est marcher dans la nature. Oui. Donc, marcher dans la nature. Regarde, rien qu'à y penser, tu souris déjà. Mais quand tu marches dans la nature, tu es seule alors? Ah oui? Oui, tu trouves ça évident. Avec la nature. Oui, mais seule avec la nature. Mais il y en a qui disent, je vais sortir les enfants, on va aller dans la nature. Et c'est une autre paire de manches. Hein, c'est pour ça qu'on a bien précisé pour soi. Hein. Pour soi. Oui, pour soi, pour toi, seule avec toi-même, dans la nature. Pour moi, par exemple, mon moment favori, c'est de me faire couler un bain et d'être seule avec moi-même dans le bain. Rien que ça. Mais il faut avoir un bain aussi. J'ai demandé à un groupe déjà hier, qui a un bain? Donc ils étaient 20, 10 personnes avaient un bain. Et la question était, combien de fois tu utilises ton bain? Mais peu l'utilisent. Hein. Et je posais la question de vous, pourquoi? Pour de bonnes raisons. Parce que c'est pas efficace. Parce que ça fait perdre du temps. Parce que c'est plus vite fait de prendre une douche. Donc, le silence avec soi-même. Moi, j'ai une collègue qui est spécialisée dans la méditation. Pour elle, méditation, elle écoute des méditations guidées. Elle propose même des méditations aux autres. Et pour elle, c'est un moment où elle peut recharger ses batteries. Mon mari, lui, c'est de dessiner qui recharge ses batteries. Maintenant, non, je ne vais pas faire de pub, mais les librairies sont pleines de bouquins pour adultes, pour colorier. C'est aussi une forme de méditation. Hein? Tout à fait. Ouais. Donc moi, je propose souvent aux personnes de réfléchir à ces 4 questions. Et de les adapter. Donc, quand as-tu cessé de chanter et comment peux-tu te remettre à chanter? Quand as-tu cessé de danser et comment peux-tu de nouveau te remettre à bouger, mais d'une façon qui te nourrit? Quand est-ce que tu as cessé d'être émerveillé par les histoires? Il y a beaucoup de gens, on a demandé à des femmes qu'est-ce qu'elles préféraient passer un bon moment à faire l'amour ou regarder une série Netflix. 8 personnes sur 10, 8 femmes sur 10 ont répondu oui, c'est ça, la série Netflix. Oui, mais pourquoi? Parce que là, t'es là dans les histoires, pas ton histoire, t'es là et c'est un tout petit peu prévisible. Ouais? Donc, on est arrivé à un moment de la société où on a énormément de distractions. Et les réseaux sociaux, on peut 24 heures sur 24 être occupé. Mais comment prendre le temps pour se régénérer? Mais vraiment de la qualité. Et le silence, vraiment, pour les personnes qui s'occupent beaucoup des autres, je propose des antidotes, et c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il y a plusieurs formes de repos. Parce qu'on dit souvent, quand tu es épuisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Dormir. Donc, épuisé est égal à dormir. T'as le burn-out équivaut à sortir de ton contexte et te reposer. Mais il y a différentes sortes de repos. D'ailleurs, maintenant, il est vraiment question aussi du retour au travail de personnes qui ont été malades, personnes qui ont eu le cancer ou le burn-out. On pensait avant, on va les sortir de leur contexte et ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir se requinquer. Il y a des personnes qui ont intérêt ou qui se sentent mieux de ne pas être isolés et de retourner dans un contexte de travail adapté. Hein.
Peut-être pas avec un temps partiel, dans une structure où on fait attention à leurs besoins. Parce que quand quelqu'un vit une maladie, on va jamais revenir à l'état initial. Hein. D'ailleurs, l'être humain, il est en évolution continue. Et dépendamment aussi, toi maintenant, regarde, tu as des enfants comme ma fille de moins de 10 ans, t'as pas beaucoup de minutes pour toi. Hein. T'as pas beaucoup de temps. Ici, moi j'ai une fille de 36 ans et une autre de 33 ans. Je dois pas m'occuper. J'ai beaucoup plus de temps pour m'occuper de moi, mais j'ai mes petits-enfants maintenant. Et comme je travaille encore, parfois je me dis, oh là là, je ferais quand même mieux à la fin de ma vie. Je vais peut-être me dire, est-ce que j'ai pas raté ça aussi? Donc, et on se met aussi la barre très haut. Hein. On veut être une bonne compagne, une bonne professionnelle, une bonne personne. Une bonne personne qui fait du bénévolat peut-être. Oui, qui donne. Enfin, ici, je conseillerais à toutes les personnes qui sont dans le secteur de ne pas trop faire de bénévolat, mais pour des personnes qui ne font pas de bénévolat, d'en faire. Parce que je reviens un peu à ma notion de repos. Donc, ce qu'on peut préconiser comme antidote, c'est quand les personnes sont beaucoup occupées avec les autres, prendre un repos social. C'est-à-dire couper les interactions et avoir des interactions avec des personnes avec qui c'est vraiment de la qualité, qui écoutent ton histoire et toi tu écoutes aussi l'histoire de l'autre aussi. Il y a tellement d'aspects sensoriels aussi. On est venu dans le studio, moi à un moment donné, j'ai un peu dû m'isoler parce que il y avait les caméras, il fallait... J'ai dit stop. Donc nos sens sont parfois hyper sollicités. Et c'est bien parfois aussi de fermer les yeux et aller faire en sorte qu'on ait moins de stimuli. Ouais. Donc ça, c'est un repos sensoriel. On a aussi un repos mental. Donc d'arrêter de ruminer et de faire des choses qui nous font du bien aussi. Quelqu'un me racontait qu'elle a lancé avec ses amis une soirée par semaine où elle tricote. Moi, tu me fais tricoter, rien qu'à y penser, j'ai déjà du stress. Hein. Moi, j'adore. Ah oui, tu vois, mais et qu'est-ce que ça t'apporte? C'est reposant. Je le fais plus maintenant, mais il y a une période de ma vie, je le faisais et je trouvais ça très relaxant. Oui. Et tu fais ça avec des patrons, des trucs? Non, c'était basique. Hein. C'était des écharpes, mais je trouvais vraiment que ça avait un côté très apaisant. Oui. C'est apaisant, tu sais pourquoi? Parce que c'est rythmé. Oui. Et c'est répétitif. Et tes deux hémisphères sont sollicités. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que tu as un produit. Tu as fait quelque chose. Oui, tout à fait. Oui. Et toi, les travaux manuels? Non, moi, c'est la lecture ou le théâtre. Mais qu'est-ce que le théâtre t'apporte? Parce que là, tu te mets de nouveau avec des gens. Oui, mais pour le moment, je n'ai plus cette activité-là, mais c'est les histoires. C'est les histoires. Donc, des histoires. Mais quand tu faisais c'était faire du théâtre ou aller comme spectatrice? Faire du théâtre. Mais tu vois. Donc, et écrire aussi, faire utiliser des morceaux de texte et créer autre chose. Donc oui, ça me vide complètement la tête. J'adore faire ça. T'entends? Mais t'as vu comme elle... Et donc, merci, parce qu'il y a aussi une forme de repos, c'est le repos créatif. Ou ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être créatif, mais justement te donner la permission de faire des choses qui ne doivent pas nécessairement être utiles pour toi, mais qui te font du bien, qui te font bouger, qui utilisent tout ton talent et ton potentiel. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté le théâtre? C'était la crise Covid, l'école de théâtre était fermée, donc je n'ai pas repris cette activité, mais quelque chose d'autre arrivera bien comme activité. Ah mais j'ai besoin de faire quelque chose en dehors de l'hôpital. Mais en ce moment, c'est compliqué au niveau des horaires. Hein. Oui. La crise Covid a quand même un petit peu malmené les hôpitaux. Donc, sûrement. Donc en fait, tu es dans une période de transition, de convalescence, en fait, de se remettre de l'immense impact que ça a eu. Par contre, j'ai fait beaucoup plus de sport. Bon, comme il n'y avait plus de salle de sport, etc., je me suis mise à courir. Donc le théâtre a un peu été remplacé par la course à pied dans la nature, ce qui permet de combiner la nature et le sport. C'est danser. Dans le même temps. Donc je
Je ne perds pas de temps. Allez, merci quand même le Covid, un petit peu. Et ça a aussi reconnecté les personnes aussi justement à plus faire des choses à l'extérieur et à même faire des jeux de société. Parce que je pense que ça aussi c'est important. C'est aussi une forme de repos, de faire des choses sociables, mais sans que ça te prenne la tête. Donc, et bien entendu, quand ton corps est fatigué, il faut un repos physique. Et c'est là où on revient de nouveau à la nourriture, on revient au sommeil, on revient à faire des choses douces, comme un peu le yoga, la méditation douce, écrire. Donc, il paraît que les personnes qui écrivent, ça ne veut pas dire faire des chefs-d'œuvre, mais coucher tes pensées, faire ton journal en fait, ton journal de bord, faire ça, il paraît que ces personnes sont beaucoup plus résilientes. Donc, prendre le temps de coucher avant d'aller dormir, faire un petit poème, ou même faire un dessin, ou même coucher sur papier les soucis que tu as, ça va faire en sorte que pendant la nuit, ça va moins te travailler. Donc repos physique, repos mental, repos émotionnel, repos sensoriel, et j'oserais rajouter aussi un repos spirituel. Quand je dis spirituel, on entend le mot esprit, et j'aime bien le terme en néerlandais zingeving, donc donner du sens. De faire un stop et de se dire, mais qu'est-ce que, en ce moment-ci de ma vie, qu'est-ce qui fait encore sens? Parce que c'est bien un peu de remettre les pendules à l'heure, hein, et de temps en temps faire ce stop, de se dire, mais qui je suis dans ce grand tout? Qu'est-ce que je voudrais encore signifier? Et aussi prendre cette distance, hein, et de savoir qu'on est un être tout petit, régi par des forces immenses, hein, l'air, la terre, l'eau et le feu. Mais qu'on peut quand même cohabiter de façon, plus ou moins équilibrée avec ces éléments. Et ici, j'ai un peu la grande gueule. Pourquoi? Parce que vous m'avez invité à dire ça. Mais tous les jours, je suis confrontée à mes propres incohérences. Mais parfois, c'est encore plus dur quand tu sais que tu es mal barré et que tu es au moins conscient de ça. Et donc, je pense que c'est aussi fort à la mode les derniers temps. On parle beaucoup d'autocompassion, hein. On a de la compassion envers les autres, mais comment aussi avoir de la compassion envers soi? Parce qu'on n'est qu'un pauvre humain, hein. On fait de son mieux. Et la dernière chose, quand je dis repos spirituel, il s'est aussi avéré que les personnes qui donnent de leur temps, dans le cadre du bénévolat dont on a déjà parlé, mais ça concourt aussi à donner de l'équilibre à la personne. Mais ici, dans ce cadre-ci, je ne pense pas qu'il faille mettre l'accent là-dessus. Je pense que l'idée de se prendre son oxygène, beaucoup de personnes pensent que c'est de l'égoïsme, hein, mais ce n'est pas de l'égoïsme du tout, hein. Mais justement, je voulais quand même communiquer les résultats. Oui, on l'a pas encore. Du sondage, parce que je me dis, voilà, oui. Par rapport au fait de prendre du temps pour soi, mais on a quand même, 53% des personnes qui ont répondu prendre au minimum 7 heures par semaine. Waouh! Ce qui est plutôt positif. Waouh, oui. C'est vraiment posé. Mais je me demande, ce serait chouette de savoir, et comment est-ce qu'elle remplit ce temps pour soi, hein, le self-care. Hein. Oui, mais comme quoi c'est important, et je pense que les gens... Ils ont compris. Oui. Mais ça fait quand même encore, donc 45%. Voilà, on a quand même 36% aussi qui prennent moins de 3 minutes par semaine. Combien? 36%, oui. Oui, voilà. Ouais. Ça me rend un peu triste même, hein, tu vois, parce que moins de 3 minutes, minutes. Naturellement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Donc, quand on dit moins de 3 minutes, c'est quand on dit j'ai pas 5 minutes. J'ai pas 5 minutes pour moi, hein, ça peut être un quart d'heure. Oui. Mais c'est vrai, dépendamment de stade de vie, hein, comme si tu as un full time. Il y a parfois aussi des parents singles, hein,
Donc, s'il doit élever toi-même des enfants, s'il faut les chercher à l'école, s'il faut faire des activités avec les enfants, si déjà tu dois t'occuper aussi d'une personne, par exemple d'un parent qui est malade. C'est possible. Et On peut rentrer tard le soir à la maison et puis finalement on remplit le lave-vaisselle, on regarde l'heure, il est 10h moins le quart et voilà. Et alors, Et là, on te est mettre à parti depuis tricoter, 7h30 du matin. ça, non, ouais. Et alors C'est- écrire c'est- des... Non, Non. non, non. Non, il n'y a plus... Non. Donc, je crois que les gens savent ce qu'ils pourraient faire, mais comment fait-on pour s'empêcher de faire ce qui pourrait nous faire du bien? Ça, je pense que c'est quand même une question importante. Hein. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Hein. Donc, il y a toujours de bonnes raisons hein, pour ça. Soit on se creuse la tête pour connaître la raison, soit on met en place des petites choses pour avancer. Mais alors, j'ai une participante qui répond je me lève tous les jours à 4 heures pour avoir 2 heures par jour pour moi. À 4 heures. Donc, se lever plus tôt Wow. pour Avoir avoir un temps pour soi, ne pas être dérangé. Eh bien, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a de la discipline. Hein. Et quand je dis discipline, qui est une bonne disciple d'elle-même, qui sait que c'est important. Mais dans les temps anciens, je lisais qu'en fait, on croit qu'il faut avoir 8 heures de sommeil. Hein. Hein, c'est préconisé dans beaucoup... 7-8 heures, oui. Raconte un peu, est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur le sommeil et la longévité ou est-ce que tu as des bons conseils de médecin maintenant à nous donner? Oui, bon, en principe, on dit qu'il faut 7 à 8 heures de sommeil par jour et essayer d'éviter de prendre des médicaments qui font dormir. Oui. Donc, s'il y a des difficultés de sommeil, d'essayer d'en trouver la cause pour la corriger. Oui. Oui. Donc, il existe des labos du sommeil ou des médecins qui sont spécialisés là-dedans, mais ça a une importance effectivement pour la longévité. Comme l'activité physique, où effectivement, il faut faire 300 minutes par semaine. 300 minutes, tu dis. D'activité quand même dynamique. Oui, Pas oui. nécessairement des marathons, hein, mais d'essayer de disperser tout ça sur une semaine. Oui. Et ça, par exemple, on voit dans les organisations, dans certaines sociétés, qui de plus en plus introduisent donc des moments, allez, on va faire une demi-heure de yoga, et c'est pourvu dans l'organisation même. Hein. Je connais aussi plein de sociétés qui ont une salle de sport où il n'y a pas un chat. Hein. Et pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps de justement faire ce sport. En tout cas, félicitations à cette personne qui se lève à 4 heures du matin pour avoir 2 heures rien que pour elle. Je dis elle parce que je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. C'est une dame, oui, Wow. tout à fait. Waouh. Voilà, mais je vois que le temps passe extrêmement vite, donc je vous propose peut-être de... Enfin, je ne sais pas, je te laisse peut-être clôturer les 4 questions. Moi, j'ai dit, regarde, voilà. ce que j'avais à dire. Donc, les 4 questions, je les répète un peu. Quand est-ce que j'ai cessé de chanter? Quand est-ce que j'ai cessé de danser? Quand est-ce que j'ai cessé d'être émerveillée par les histoires, et en particulier ma propre histoire à moi? Et quand est-ce que j'ai cessé d'être confortable dans le doux territoire du silence avec moi-même? Parce que si on pouvait suivre les bons conseils qu'on donne à notre meilleur ami, si on pouvait les suivre soi-même et être notre meilleur ami, ben ce serait quand même beaucoup plus facile, et je pense qu'on se sentirait moins en déséquilibre dans cette société. Ouais. Mais est-ce que vous avez des questions? Mais voilà, ben oui, on a reçu des questions du public. Voilà, nous ne pourrons malheureusement pas toutes les traiter, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre intérêt et votre participation active. Alors, on va démarrer avec une première question. Comment faire quand on a perdu tous ses repères, son papa, son animal de compagnie, les enfants sont partis et donc moins disponibles? Waouh! Quand on a perdu tous ses repères, quand on est désorienté, quand on n'a plus des endroits de réconfort. Oui. Si une personne pose, on le sent, hein, ouais. Oui. Comment faire? Naturellement, c'est difficile de donner des conseils mais oui, laisse-moi réfléchir. Et toi, t'as déjà réfléchi, toi? Oui. C'est le moment de rentrer en soi-même et de développer de la self-compassion, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Pour
pouvoir retourner vers le monde après avec un boom. Mais je pense que oui, il faut. C'est une situation où il faut développer une certaine résilience. Si tu me permets, il y a maintenant quelque chose à laquelle je pense, c'est que nous, les êtres humains, on passe des saisons de vie. Hein. Mm-hmm. On n'est pas tout le temps au printemps, hein, on n'est pas tout le temps en été, hein, mais on est aussi dans l'automne, comme dit cette personne. On perd des choses, on perd des personnes, on perd des repères, on perd des illusions aussi. Il y a énormément de personnes, des jeunes maintenant, qui ont de l'éco-anxiété, qui ne savent pas vers quoi le monde va aller. Il y a des jeunes maintenant qui disent « moi je ne vais plus faire d'enfants ». Dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas de repères. Ouais. Et je pense que ça s'appelle aussi la nuit noire de l'âme. Que tu dois passer la traversée du désert. Ouais. Et que ça, c'est bien d'avoir de l'espoir, de se dire que c'est une phase qu'on va passer et qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Mais quand une personne est dans cette situation-là, tout ce qu'elle peut faire, hein, c'est chanter et danser. Ça veut dire des chants de lamentation, partager son histoire et faire appel à des professionnels, je dirais. Hein. Mm-hmm. Moi, je connais quelqu'un qui travaille pour, comment on dit, téléonthal, le téléaccueil. Mm-hmm. Eh bien, le téléphone, il n'arrête pas. Hein. Des jeunes, des vieux, donc des personnes qui n'ont personne à qui parler et qui peuvent téléphoner à des personnes qui n'ont aucun jugement, qui sont là, rien, des bénévoles, hein, qui sont là que pour écouter. Donc se confier. Se confier, et cette dame peut faire, enfin, ou cette personne peut faire appel, ou les personnes peuvent faire appel justement à des professionnels, hein, des professionnels de la santé mentale. Il y a des gens qui sont, moi j'ai des coachs qui sont spécialisés dans l'accompagnement des transitions, en d'autres termes l'accompagnement du deuil. Hein. Et il n'y a pas que le deuil. Quand on perd des personnes, mais il y a aussi les deuils blancs. Hein, tu dois en savoir des choses. Hein. Des personnes qui perdent leurs parents comme ils étaient avant, parce qu'ils ont... Maladie d'Alzheimer ou autre. Oui. Donc je pourrais que dire, accepter les saisons de la vie et garder espoir que les saisons passent. Très bien, merci. Alors, une autre question. Que pensez-vous de la sophrologie comme méthode de relaxation ? Et comme la cohérence cardiaque, l'efficacité est-elle scientifiquement prouvée ? Voilà, oui. Je ne sais pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme méthode de relaxation ? Pour ce que j'en sais, et je sais que dans certains hôpitaux, dans certaines organisations, j'ai aussi des coachs qui se spécialisent dans la sophrologie. On pourrait dire que la sophrologie, ce sont des techniques de relaxation, des techniques d'exploration de soi, des techniques de reconnexion à son corps. Et moi, ce que je propose à la personne qui demande si c'est fondé scientifiquement, je l'inviterai à aller dans l'expérience. Parce que même si c'est prouvé scientifiquement, comme tu dis, avec la cohérence cardiaque, le docteur David O'Hare a vraiment, avec des protocoles, il a été prouvé que ça a une influence sur la santé, sur une influence sur la variabilité, mais la douleur. Ah oui. Donc qu'on est beaucoup plus, qu'on est moins fragile à la douleur quand il faut avoir certains traitements. Mm-hmm. David O'Hare a aussi proposé d'introduire la cohérence cardiaque dans les écoles. Des profs ont été formés pour proposer ça aux élèves. Et vous savez ce qui s'est passé ? Les profs étaient moins absents. Donc, en enseignant ces techniques de relaxation, que ce soit la sophrologie, la cohérence cardiaque, le yoga, je pense que tout est bon. Hein. Je pense que tout est bon si on a la discipline et si on a aussi le courage de ne pas juste goûter à quelque chose, mais d'aller plus loin. Et tu t'as bien fait. Tu as fait un petit temps, puis tu as oublié, et puis tu t'es remis. Donc, de nouveau, pas s'auto-flageller si on ne fait pas 3 heures de méditation par jour. Hein. Mais le net maintenant, les podcasts, t'as même plus besoin de te déplacer pour avoir une session de relaxation ou de sophrologie. Tu vas sur Google et tu expérimentes par toi-même. Parce que
personne ne peut te dire ce que tu dois penser, et c'est chacun, c'est différent en fait. Ouais. Par exemple, pour les femmes, moi je préconise de la danse, mais vraiment la danse, hein, que ce soit même la trance-danse, mais vraiment danser, utiliser son corps, c'est peut-être parfois mieux que juste être immobile et méditer pendant 1 heure. Si tu combines les deux, c'est top. Hein. Mais danser, c'est aussi se promener. Hein. Oui. Très bien. Alors, par rapport au stop, dont on a parlé pendant le webinaire, que fait-on si on n'ose pas dire stop face à sa hiérarchie? Donc, et ton regard se pose sur... Oui, tu as beaucoup d'expérience. Hein. Oui, mais quand on dit faire un stop, c'est un choix personnel. Hein, donc, on peut être aligné avec soi-même et faire un stop intérieurement et pouvoir dire à la personne que on prend un moment pour une question qui est posée. Ça ne veut pas dire se disputer avec sa hiérarchie, hein, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est plus quelque chose qu'on fait par rapport à soi-même. C'est pas une question de bloquer des processus ou d'autres choses. C'est une question d'être aligné et de le clarifier avec la personne qui est en face d'une manière constructive et adulte. Si je peux, c'est oser raconter ton histoire. Que par exemple, il y a des choses qui sont imposées, oser dire l'effet que ça a sur toi. C'est pas parce que tu dis quelque chose, que tu demandes quelque chose, que tu exprimes tes limites, que nécessairement ça va être entendu. Hein. En tout cas, on peut cueillir ton émotion, mais c'est pas ça qui va faire parfois changer une structure. Mais donc je ne sais pas ce que la personne entend par là, mais moi je pense que les gens, on doit apprendre à faire ce stop. Comme tu disais, quels sont mes besoins ici? Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et au moins, de manière non violente, le communiquer. D'adulte à adulte, communiquer. Et il est vrai, mais ça c'est de mon expérience d'externe aux hôpitaux et aux organisations, c'est vrai que parfois les gens ne se donnent pas la permission de se dire « mais je suis adulte, je suis une personne à part entière et je peux, à ma hiérarchie, parler d'adulte à adulte ». Parce que l'émotionnel joue aussi un rôle et les pensées. Si je dis ce que j'ai à dire, on va me licencier. Si je dis ce que j'ai à dire, on va m'humilier. Si je dis ce que j'ai à dire, je ne sais pas moi, on va me donner un mauvais horaire. Attention. Et parfois, c'est basé sur la réalité. Hein. Parfois, il y a des supérieurs hiérarchiques, selon certaines sources, 4% des personnes qui ont une fonction élevée, 4% sont des malades mentaux. Je ne sais pas comment... Donc, avec ces personnes-là, tu vas pas discuter de manière non violente. Hein. Parfois, il faut... En tout cas, si tu as clarifié à l'intérieur de toi quelles sont tes limites, c'est déjà bien. Et, si je peux me permettre, à un moment donné, si tu ne sais pas changer quelque chose dans le système dans lequel tu es et que tu as tout essayé, eh bien, peut-être qu'il faudra penser à changer de système. C'est facile à dire, hein, c'est facile à dire. Mais parfois, les scénarios qu'on se fait, donc les histoires qu'on se raconte, sont souvent des thrillers ou des drames. Hein, mais parfois, en changeant justement d'environnement, ça peut rebooster toute une personne. Okay. Alors... J'espère que les auditeurs et les auditrices, on ne va pas tous maintenant donner leur démission. Hein, ça, c'est... Alors, on va terminer avec, voilà, ce sera la dernière question. Pourquoi est-il plus difficile de s'occuper de soi alors que c'est vraiment nécessaire? On a souvent tendance à donner des conseils aux autres sur le fait de prendre soin de soi, mais on a plus difficile à le faire soi-même. Tu penses à quelque chose en particulier? Moi, j'ai réfléchi à cette question parce que moi, je pense qu'elle est vraiment... crucial. Hein. Oui. Pourquoi on le sait? Parce qu'il y a plein de bouquins. Tu peux aller lire plein de time management, prendre soin de soi. Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce que toi tu dirais, toi? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de soignants. Si on parle du domaine des soins, on est un peu en mode sauveur. Hein. Donc on pense d'abord
aux autres avant de penser à soi. Donc ça, c'est tout un travail, comme tu dis, de reprendre son masque à oxygène pour repartir. Mais sans doute quand même que le profil est un profil qui est de nature à donner ce genre de choses. Hein. Je parle de mon expérience. Oui, ce ne sont pas les personnes qui haïssent l'humain qui vont se retrouver dans ce secteur-là. Hein. Mais comme moi, je pense aussi que on a beau dire, hein, tu disais aussi, on est dans le présent et on va vers l'avenir, mais qu'on est quand même fort formaté par ce qui s'est passé quand on était petit. Et il en faut pas beaucoup pour quelqu'un de sensible de conscientiser que ou de prendre sur soi des choses qui sont pas de son âge. Hein. Il suffit d'avoir dans sa famille, par exemple, on est à 4 dans la famille et il y a l'aîné qui a par exemple un handicap ou qui a des problèmes mentaux ou qui a des problèmes de comportement. Tu vois bien comment ça affecte tes parents. Donc, toi, 2e ou 3e ou 4e, tu dis, mes parents, ils en ont déjà assez bavé, donc moi, je vais pas en plus en remettre et je vais faire de mon mieux pour les aider. Et donc, très rapidement, l'enfant apprend à privilégier les besoins des autres avant ses propres besoins. Tellement même que la personne ne sent même plus ses propres besoins. Ouais. En même temps, je pensais aussi à ces blessures d'avant. Hein, il y a même un livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, qui dit qu'on a tous, hein, mais tous les adultes, dans ton organisation, partout, tout le monde a des peurs. Toutes les peurs, que ce soit conscient ou inconscient. Des peurs d'être rejeté. Si moi je dis ce que j'ai à dire à ma hiérarchie, ils vont peut-être me rejeter. Peur d'être abandonné aussi. Si moi, dans un team, je fais pas comme les autres et je dis non, moi je prends mon temps pour moi, pendant la pause, je préfère être seule, ben, on a peur d'être abandonné aussi, de ne pas faire partie du clan ou du club. Hein. Peur aussi, si tu oses prendre la parole, ben, qu'on te rabaisse le caquet, qu'on te rabaisse le caquet et qu'on t'humilie. Ouais, on a peur aussi de, si on dit ce qu'on a à dire, d'être traité injustement. Moi, j'ai eu ça dans une organisation où ma chef, quand on était assertif et qu'on disait ce qu'on pensait, elle avait des méthodes pour te punir, par exemple, en te donnant pas les congés quand on a besoin ou en te donnant des groupes pas très faciles. C'est bête, hein, mais pourtant, on est tous des adultes, hein. Donc, je pense qu'on a peur d'être traité injustement et on a aussi peur aussi, si on se confie vraiment, qu'après on va être trahi. Donc, que tout ça nous structure, que ça devient des histoires qui datent d'avant et que je pense que c'est important aussi de faire un stop et prendre le temps de réactualiser les histoires. Est-ce que c'est encore d'actualité maintenant? Est-ce que je dois tout faire maintenant? Ou est-ce que je peux dire stop? Pas maintenant. Plus tard peut-être, mais pas maintenant. Non, c'est pas mon travail. C'est le travail de l'autre. Je vais pas prendre ça sur moi. Et puis maintenant, non, pas maintenant, parce que maintenant, j'ai toutes ces tâches à faire. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais. Et j'espère que on va, Muriel, Yolande et moi, suivre les bons conseils qu'on donne aux autres. On va essayer, en tout cas. Oui, en tout cas, on ne peut faire que de notre mieux. Hein. Et peut-être aussi des petits pas. Tous les jours faire quelque chose qui te fait du bien, que ce soit te faire ton jus d'orange, que ce soit préparer ta bonne nourriture, ou que ce soit juste, pendant 5 minutes, sur la toilette, faire la cohérence cardiaque. Voilà, très bien. Merci. Merci. Voilà, mais je voulais quand même terminer avec 2 petits messages positifs. Déjà, un merci pour cette belle complicité. Et un second également, je voulais vous remercier pour l'organisation et la mise à disposition de ce webinaire super intéressant qui donne envie de commencer à mieux prendre soin de soi dès ce jour. Mais moi, je suis vraiment ravie et je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent d'avoir la meilleure vie possible et j'espère que 2024 sera une année bien équilibrée. Très bien. Mais voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. En tout cas, on tenait à vous remercier
chaleureusement d'avoir participé activement à ce moment d'échange et de l'avoir nourri également. Voilà, donc avant de se quitter, comme je vous l'ai dit, nous souhaiterions avoir votre avis sur la qualité du webinaire. Donc à la fin du webinaire, vous allez voir apparaître un pop-up. Voilà, ça peut prendre quelques instants avant qu'il apparaisse, donc ne partez pas tout de suite, soyez un petit peu patient. Parmi les répondants et les répondantes, nous allons tirer au sort 3 personnes qui remporteront un bongo, donc je vous souhaite bonne chance. Voilà. Un bongo wellness, hein, c'est ça ? Bien-être. Bien-être. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, il me reste à remercier Muriel et Daniel pour votre présence solaire aujourd'hui. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible dès la semaine prochaine en replay sur le site internet de Phoebe. Vous pouvez également retrouver tous nos précédents webinaires. Il y a l'intelligence collective avec Dimitri Billot, la gestion des émotions avec Caroline de Peut, la résilience avec Ilios Kotsou et enfin la communication non violente avec Thomas Dansbourg. Voilà, n'hésitez pas également à parcourir notre site internet. Vous pouvez y retrouver toutes nos actions et également le catalogue de formation à l'intention des travailleurs du non-marchand. Voilà, je tiens également à remercier l'équipe organisatrice du webinaire, grâce à qui voilà, on a pu réaliser ce moment d'échange aujourd'hui. Et également merci à vous, cher public, d'avoir une nouvelle fois répondu positivement à notre invitation aujourd'hui. Daniel, Muriel, je vous laisse peut-être un petit mot de fin. Moi, mon mot de fin sera pour toi, Muriel. Parce que tu peux pas t'imaginer l'admiration que j'ai pour le travail de toutes les personnes qui se mettent au service des autres. Franchement, je sais parce que j'entends aussi des personnes qui te connaissent bien, le beau travail que tu fais. Et donc moi, au nom de toutes les familles, au nom de toutes les personnes qui sont malades, au nom de toutes les personnes âgées aussi, et au nom des médecins en devenir, toutes les personnes que tu formes. Donc, moi, vraiment, merci beaucoup de ce que tu fais. Et je remercie aussi à toutes les personnes de la Fédération qui prennent soin de nous, de notre famille et du monde dans lequel on vit. Donc, merci de m'avoir invitée, en tout cas. Avec plaisir. Merci aussi pour l'invitation. C'était un vrai plaisir d'être avec vous cet après-midi. Une petite coupure de l'hôpital. Et oui, je voudrais dire aussi à tous les participants, j'espère que ce que Daniel a partagé ici vous inspirera. Et effectivement, c'est un terrain qui est un terrain expérientiel. Il faut tester pour voir, pour mieux se connaître. Et plus on se connaît, plus on prend soin de soi et plus on peut prendre soin des autres avec le cœur. Très bien. Waouh. Merci Yolande de nous avoir bien coachés en tout cas. Merci également pour ce partage. C'était très intéressant. Merci. Voilà. À bientôt pour un prochain webinaire. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.